Le matin du 7 août 1942, un homme de 26 ans est assis dans le cockpit d'un chasseur Mitsubishi à 6M0 à 13 000 pieds au-dessus des îles Salomon. Ses mains reposent sur les commandes avec cette souplesse particulière propre à celui qui a répété ses gestes tant de fois que l'appareil a cessé d'être une machine pour devenir le prolongement de son propre système nerveux. À cet instant précis, son tableau de chasse affiche 59 victoires confirmées. Il consigne ce chiffre dans un petit carnet. Il le met à jour après chaque mission de cette même écriture soignée et posée qu'il utilisait lorsqu'il était écolier dans la préfecture de Saga, quand le monde avait une autre dimension et que voler était une chose réservée aux autres. Il s'appelle Saburo Sakai. C'est le meilleur pilote de chasse de la marine impériale japonaise. Probablement le meilleur pilote en vie, tout camp confondu à ce moment précis de la guerre. En 200 missions de combat à travers la Chine, les Indes orientales néerlandaises, les Philippines et le Pacifique, aucun avion ennemi n'a jamais logé une seule balle dans son appareil. Il a étudié chaque type d'avion adverse comme un artisan, étudie un outil qu'il a l'intention de briser, répertoriant les faiblesses, calculant les angles, se rapprochant à des distances que d'autres pilotes jugeraient suicidaires avant d'ouvrir le feu. Car il a compris depuis longtemps que plus on est prêt, moins on gaspille de munitions et moins on reste exposé. Il est précis, il est calme, il est, selon tous les critères extérieurs, exactement à sa place. Dans environ 7 minutes, un mitrailleur arrière à bord d'un Grumman T-BF Avenger logera une balle dans le côté droit de son crâne. La balle détruira définitivement la vision de son œil droit. Elle endommagera son œil gauche assez gravement pour que le monde ne devienne plus qu'une traînée mouvante et incertaine d'ombre et de lumière. Elle paralysera partiellement le côté gauche de son corps. Elle remplira son cockpit de sang en quantité telle que sa combinaison de vol, son maillot de corps et sa peau en seront totalement imbibés. Il rentrera pourtant à la base par les airs, pas vers la piste alliée la plus proche, pas vers l'endroit le plus proche où quelqu'un pourrait l'aider, chez lui, à Rabaul. 4 heures et 46 minutes au-dessus de l'océan, seul, à moitié aveugle, partiellement paralysé, Schiss perdant son sang à un rythme qui devrait rendre toute décision de poursuivre impossible. Il perd connaissance 2 fois durant ce vol. Il reprend ses esprits à chaque fois. Il ne peut pas expliquer comment, et on passera le reste de sa vie à lui demander de le faire, et sa réponse sera toujours la même. Il ne sait pas vraiment. Lorsqu'il atterrit à Rabaul, les équipes au sol qui se précipitent vers son avion voient un homme si saturé de sang qu'ils ne parviennent pas, au premier abord, à localiser ses blessures. Ils le croient mourant. Ils supposent que ce qui a ramené cet appareil n'était pas un être vivant. Il est vivant. Mais l'homme qui s'extrait de ce zéro l'après-midi du 7 août 1942 n'est plus le même que celui qui y est monté. Pas seulement à cause de son œil, qu'il ne retrouvera jamais, pas à cause de la paralysie, qui exigera 2 ans de rééducation obsessionnelle pour disparaître. Pas à cause des 2 années passées dans les hôpitaux militaires, alors que la guerre continuait sans lui, ce qui est un tourment particulier pour un homme entièrement tourné vers l'avant. Le changement est une chose que les chirurgiens qui opèrent son crâne ne peuvent pas voir et ne cherchent pas. Une chose qu'aucun dossier médical de sa période de convalescence ne mentionne, car en 1942 ou 1943, personne n'a les mots ou le cadre clinique pour identifier ce dont il s'agit. Une chose que les femmes de sa famille remarqueront en premier, des années plus tard, lorsqu'elles tenteront de décrire ce qui est différent chez lui. Et le mot qui reviendra sans cesse dans leur description ne sera ni endommagé, ni brisé, ni diminué. Le mot est « parti », pas lui. Il est là. Il est présent. Il est, de toutes les manières vérifiables, Saburo Sakai, l'aviateur naval survivant le plus décoré de l'histoire de la marine impériale japonaise. Même visage, même prestance, même minutie, même écriture soignée dans le même petit carnet, désormais mis à jour avec un décompte de victoires qui a cessé de grimper parce que la guerre est finie et que le temps des comptes est révolu. Mais quelque chose derrière ce visage est parti vers un ailleurs que personne ne peut situer, suivre ou ramener. Quelque chose qui s'était déjà mis en mouvement bien avant que le mitrailleur de l'Avenger n'appuie sur la détente. Quelque chose que 200 missions, à travers une décennie de combats, avaient accompli de manière incrémentielle et invisible. Comme l'eau agit sur la pierre, mis sans annoncer ses intentions ni laisser de traces claires de sa progression. C'est sa jeune sœur qui le dit en premier. Elle le dit sans le vouloir, comme on dit des vérités sur ceux que l'on aime, au détour d'une conversation sur toute autre chose,
comme une observation plutôt qu'un reproche. Elle dit « Tu souriais plus facilement autrefois ». Il n'a pas de réponse. Il n'en aura pas pendant des années. D'une certaine manière, il passera le reste de sa vie, qui sera longue, à en chercher une. Ceci est son histoire, pas celle des victoires, pas celle du zéro, pas celle des 4 heures et 45 minutes de vol sanglant au-dessus du Pacifique que l'on lui rappellera pendant les 6 décennies suivantes. Ce sont là les éléments spectaculaires, ceux qui tiennent en une phrase, c'est-à-dire ceux qui écarquillent les yeux des gens et font baisser d'un ton la voix de ceux qui écoutent. Ceci est l'histoire de ce que 200 missions ont réellement coûté, ce que signifie être bâti si entièrement pour une chose que cette chose finit par devenir vous, et ce qu'il reste quand on vous l'arrache. Ce qui arrive à un homme qui est extraordinaire dans l'horreur et qui n'arrivera jamais, tant qu'il vivra, à savoir si cette combinaison constitue une tragédie ou simplement une vie. Saburo Sakai naît le 26 août 1916 dans le district de Nishimatsura, préfecture de Saga, sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Il est le second fils d'une famille d'agriculteurs qui travaillent la même terre depuis des générations. Rien dans ses premières années ne le distingue des milliers d'autres garçons nés dans le Japon rural de cette époque. Oh, la famille n'est pas riche. Ils ne sont pas liés à l'establishment militaire qui produit les officiers supérieurs et les stratèges du Japon. Ce sont des gens qui comprennent la patience, l'endurance physique et la dignité particulière qu'il y a à faire une chose correctement quand personne ne regarde, justement parce que personne ne regarde et qu'il faut malgré tout que ce soit bien fait. Son père meurt quand Sakai a 11 ans. C'est un fait que ses biographes ultérieurs ont tendance à mentionner en passant, comme un élément de contexte, une donnée parmi d'autres. Cela mérite plus que cela. Dans le Japon rural de 1927, une famille paysanne qui perd son patriarche ne perd pas seulement un père. Elle perd son socle économique, sa position sociale, son lien avec le réseau d'obligations et de relations dont dépend la vie rurale japonaise. Mais sa mère élève 6 enfants, dans des conditions qui exigent de chacun d'eux une autonomie particulière. Pas l'autonomie de façade des enfants, à qui l'on a dit qu'ils étaient indépendants. La vraie, acquise par nécessité, inscrite dans le corps plutôt que dans l'esprit. Sakai absorbe cela comme il absorbera tout ce que la vie lui apportera, complètement, sans résistance apparente, sans drame. Ce n'est pas un garçon qui se plaint, ce n'est pas un garçon qui s'explique. C'est un garçon qui regarde ce qu'il a devant lui, détermine ce que la situation exige, et le fait. Ses professeurs remarquent cette qualité et peinent à la nommer. Ce n'est pas de l'ambition au sens conventionnel du terme. Ce n'est pas cette soif de reconnaissance que les enseignants voient chez les élèves qui veulent de briller. C'est quelque chose de plus silencieux et, d'une certaine manière, de plus total. Quand Sakai décide de maîtriser quelque chose, il ne s'arrête pas avant que la maîtrise ne soit complète. Pas adéquate, pas suffisante, complète. À 15 ans, les circonstances changent à nouveau. Il est envoyé vivre chez un oncle à Tokyo. Cet oncle est un militaire. La maison vit à l'heure militaire, selon des habitudes et des exigences militaires. Sakai absorbe cela aussi, l'ajoute à ce que sa mère lui a transmis, et découvre que les deux s'imbriquent plus naturellement qu'il ne l'aurait cru. L'exigence de précision de l'armée, l'endurance, le fait de faire ce qu'il faut sans attendre de louanges, correspondent parfaitement à ce que la vie à la ferme, la mort de son père et la détermination silencieuse de sa mère ont déjà fait de lui. En 1933, à 17 ans, il s'engage dans la marine impériale japonaise comme recrue. Il ne s'engage pas parce qu'il a un plan. Il ne s'engage pas parce qu'il rêve de mer, d'avion ou de combat. Il s'engage parce que la marine est l'option la plus exigeante qui s'offre à lui. Et il a appris, par l'éducation spécifique de son enfance, que l'option la plus exigeante est celle qui requiert le plus totalement ce qu'on lui a donné. Il cherche, même s'il ne l'exprimerait pas ainsi, un endroit où ce qu'il est devient utile. La marine le prend et entame le processus que la marine impériale japonaise a mis des décennies à affiner. Elle le dresse. Elle le soumet à des pressions physiques et psychologiques calibrées pour trouver le point de rupture et pousser juste un peu au-delà. Le système est conçu pour éliminer, systématiquement et sans sentiment, les hommes dont le point de rupture est jugé trop proche de la surface. Sakai ne craque pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de peur ou de limite. C'est parce que la pression exercée par la marine n'est pas, pour lui, fondamentalement différente de celle exercée par son enfance. Il est déjà passé par là, sous une autre forme. Il sait comment y faire face. Il est admis à la formation de pilote en 1937.
Ce n'est pas courant. Le programme de formation des pilotes de la marine impériale japonaise à cette époque est le plus exigeant au monde, selon presque tous les critères disponibles. Sur 100 hommes au départ, moins de 10 parviennent au bout. Le programme n'est pas conçu pour produire des pilotes au sens d'hommes capables de piloter un avion. Il est conçu pour produire des pilotes au sens d'hommes, dont le pilotage a été si profondément ancré par la répétition et le stress extrême qu'il devient un automatisme dans des conditions où la pensée consciente est trop lente. La théorie derrière cette approche est solide. Dans un combat aérien, le pilote qui doit réfléchir à son avion a déjà un train de retard. L'avion doit devenir le corps. Les commandes doivent devenir des réflexes. La situation doit être traitée et la réponse apportée plus vite que la pensée délibérée. Sakai sort parmi les premiers de sa promotion. Il reçoit ses ailes en 1937 et est affecté à sa première unité opérationnelle. Ce qu'on ne lui dit pas, car personne en 1937 n'est en mesure de le lui dire, c'est ce que cet entraînement fait également au reste de son être. Le processus même qui ancre l'avion dans le corps modifie aussi l'architecture émotionnelle de l'homme à l'intérieur. La pression incessante, l'élimination de tout ce qui interfère avec la performance opérationnelle, l'entraînement systématique de soi à tout subordonner à la mission, tout cela produit le pilote que la marine désire. Cela commence aussi, lentement et invisiblement, à produire autre chose. Son premier déploiement au combat a lieu en Chine, en 1938. La guerre sino-japonaise fait rage depuis 1937, et l'aéronavale japonaise soutient les opérations sur un théâtre immense. Sakai effectue ses premières missions au-dessus des villes chinoises. Il apprend en Chine des choses qu'aucun programme d'entraînement n'enseigne et qu'aucun cours théorique ne peut transmettre. Il apprend que la distance entre une cible dans son collimateur et un être humain est une chose que l'esprit doit apprendre à gérer. Pas à ignorer, à gérer. Il y a une différence, et cette différence compte, même s'il lui faudra des années pour le comprendre. Il apprend que certains hommes gèrent cela plus facilement que d'autres. Il apprend, précisément, qu'il le gère avec aisance. Il classe cette information sur lui-même avec tout le reste. Il ne l'analyse pas. Il n'existe aucune structure au sein de la culture qu'il habite, ni au sein de l'institution qu'il sert, qui lui donnerait un cadre pour le faire. La question que cela soulève, ce que cela signifie sur lui de pouvoir faire cela sans difficulté apparente, n'est pas une question que la marine impériale japonaise souhaite qu'il se pose. La marine impériale japonaise s'intéresse aux résultats opérationnels, et le résultat opérationnel est bon, il continue. Au moment où le Japon attaque Pearl Harbor le 7 décembre 1941, Sakai effectue des missions de combat depuis 3 ans. Il a développé des habitudes et des instincts qui feront plus tard l'objet de livres, de documentaires et de l'estime de ceux qui ont volé contre lui. Il ne gaspille jamais de munitions. Il ne s'engage jamais dans une manœuvre qu'il ne peut inverser. Il étudie chaque type d'avion ennemi rencontré avec l'attention d'un homme qui sait qu'une connaissance incomplète est une faille fatale. Il se rapproche à des distances que d'autres pilotes considèrent comme imprudentes avant de tirer, car à courte portée, sa précision est telle qu'il tue avec moins de balles et s'expose moins longtemps. Il n'est pas imprudent, il est précis. Ce n'est pas la même chose, et il est l'un des rares pilotes, toutes forces aériennes confondues à ce stade de la guerre, à avoir totalement intégré cette distinction. Son décompte de victoires au moment de Pearl Harbor dépasse les 20. Les registres de la période chinoise sont incomplets, comme c'était souvent le cas dans l'administration militaire japonaise de l'époque. Ce qui est complet, en revanche, et constant dans les récits de tous ceux qui ont volé avec lui à cette période, c'est le portrait d'un pilote doté d'un sang-froid presque surnaturel. Il ne hausse jamais le ton à la radio. Il analyse ses engagements après coup avec la clarté analytique et détachée d'un homme visionnant le film de la performance de quelqu'un d'autre. Il traite ce qui s'est passé, identifie ce qui aurait pu être mieux fait, le note dans son petit carnet et passe à la mission suivante. Les hommes qui volent à ses côtés trouvent cela à la fois rassurant et difficile à qualifier. Il n'est pas froid, il n'est pas antipathique. Il prend soin des jeunes pilotes comme un artisan prend soin de ses apprentis, avec franchise et sans sentimentalisme. Il remarque quand quelqu'un est en difficulté et y répond de manière pratique. Il ne tarit pas d'éloges et ne critique pas cruellement. Ce qu'il ne fait pas, et ce que son entourage ne remarquera comme étant significatif que bien plus tard, c'est parler de lui, ni de son enfance, ni de sa famille, ni de ce qu'il sent lui arriver. Les conversations qu'il engage portent sur l'avion ennemi, sur la prochaine mission. Les autres conversations,
celles qui ont lieu entre deux missions quand les hommes boivent, jouent et parlent du pays, des femmes et de ce qu'ils feront quand la guerre sera finie. Ces conversations-là se déroulent autour de lui. Il est là, il est présent. Il n'y est juste pas tout à fait. Ce n'est pas inhabituel en 1941. Chaque homme, dans chaque unité de combat, dans chaque force aérienne de chaque pays, développe sa propre méthode pour gérer la distance entre ce qu'il fait dans les airs et ce qu'il est au sol. Cette gestion est nécessaire. Sans elle, la tâche est impossible. Elle prend des formes différentes selon les hommes, et aucune de ces formes, en 1941 ou 1942 ou pendant des décennies, n'a de nom clinique ou de protocole de traitement. Celle de Sakai est silencieuse. Elle est contrôlée. Elle fonctionne, sur le plan opérationnel, mieux que celle de presque n'importe quel autre pilote au monde à ce moment de la guerre. Mais elle est aussi, d'une manière qu'il ne commencera à comprendre que des années plus tard, en train de le consumer. Les Philippines tombent aux mains du Japon dans les premiers mois de 1942. Java tombe, Bornéo tombe. Sakai participe à la déferlante sur l'Asie du Sud-Est, volant de base en base au fur et à mesure que le front avance, accumulant les victoires contre les avions néerlandais au-dessus de Java, britanniques au-dessus de Singapour, américains au-dessus des Philippines et des eaux environnantes. À cette période, son nom commence à circuler parmi les aviateurs navals japonais de la manière spécifique dont circulent les noms de ceux qui sont devenus une référence. Célébrité non pas au sens des généraux ou des amiraux, mais au sens où une certaine approche d'un problème devient le point de comparaison. Quand les jeunes pilotes veulent décrire l'exécution parfaite d'un tir en déflexion, d'une attaque par le haut ou d'une estimation de portée de tir, ils le décrivent comme le fait Sakai. Il a 25 ans. Il est devenu un adjectif. Il ne semble pas en tirer de satisfaction particulière. Il le note comme il note tout le reste, sans réaction émotionnelle visible, comme une information sur l'environnement opérationnel plutôt que sur lui-même. Ce n'est pas de la fausse modestie. Ce n'est pas une humilité de façade. C'est la réaction sincère d'un homme dont le système de comptabilité interne a été, au fil de 3 ans de combat, progressivement simplifié pour ne suivre que ce qui importe pour la mission suivante. De tout le reste a été systématiquement mis de côté. La question de savoir ce qu'il advient de ce qui est tout mis de côté, où cela va, si cela s'accumule quelque part ou si cela cesse simplement d'être, est une question que Sakai n'est pas armé pour se poser en 1942. C'est une question que la médecine elle-même est à peine armée pour poser en 1942. Le cadre conceptuel n'existe pas encore. Le vocabulaire n'a pas été développé. Il y a des choses qui arrivent aux hommes qui passent des années au combat, qui n'auront pas de nom avant 40 ans, et certaines n'auront pas de traitement efficace avant 60. Ce qui arrive à Saburo Sakai au printemps 1942 n'a pas de nom. C'est aussi invisible. De l'extérieur, il est au sommet de ses capacités. De l'intérieur, la performance est la seule chose qui reste. À l'été 1942, il est affecté au 204e groupe aérien naval à Rabaul, l'immense base japonaise de Nouvelle-Bretagne qui sert de point de départ pour les opérations dans les îles Salomon. Rabaul en 1942 est l'un des lieux les plus intenses de la guerre du Pacifique. Les missions sont quotidiennes, le rythme est implacable. Pour la plupart des pilotes, ce rythme est épuisant. Pour Sakai, ce rythme est, d'une manière qu'il ne saurait articuler, stabilisateur. Tant qu'il y a une mission, il y a une structure. Tant qu'il y a une structure, les autres choses, celles qui n'ont nulle part où aller, n'ont pas d'espace pour refaire surface. Il est plus en paix, rapporteront plus tard ses équipes au sol dans le cockpit. Il est plus totalement lui-même quand il vole. L'observation se veut un compliment. Elle est exacte. C'est aussi le premier témoignage extérieur de quelque chose qui deviendra, dans les années d'après-guerre, très difficile à vivre. L'invasion américaine de Guadalcanal le 7 août 1942 pousse tout le groupe aérien de Rabaul à une réaction immédiate et totale. Sakai décolle ce matin-là au sein d'une large formation de zéro, escortant des bombardiers, attaquant la flotte de débarquement américaine. L'engagement au-dessus de Guadalcanal est long et brutal. Des Wildcats attaquent la formation de zéro. Sakai en détruit plusieurs. Sa performance est, techniquement parlant, exceptionnelle. Au moment où l'engagement se calme, il est en altitude, guettant les traînards, effectuant la surveillance méthodique de l'espace aérien qu'il a effectué des centaines de fois auparavant. Il est fatigué, pas diminué, pas négligent. Fatigué comme un homme peut l'être après des heures de combat à très haute altitude. Fatigué comme un homme qui a fonctionné à plein régime pendant 3 ans
sans une pause digne de ce nom. Il repère ce qu'il croit être 8-0 volant en formation en dessous de lui. Il entame son approche. À courte portée, assez près pour voir les appareils distinctement, il identifie son erreur. Ce ne sont pas des zéros. Ce sont des Grumman TBF Avenger, des bombardiers torpilleurs américains, lourds et lents comparés à un chasseur, mais équipés de mitrailleurs arrière, dont le métier est précisément de gérer cette situation. Il est trop engagé pour rompre proprement le contact. Il est si près que les mitrailleurs arrière le voient nettement dans leur viseur. L'un d'eux fait feu. Ce qui se passe dans le cockpit du Zéro de Sakai dans les secondes qui suivent est une chose qu'il décrira dans ses mémoires 16 ans plus tard, avec une précision clinique que ses éditeurs trouveront troublante et ses lecteurs inoubliables. La balle pénètre dans le côté droit de son crâne. Le monde se divise. Le côté droit devient noir avec une soudaineté absolue et totale. Le côté gauche devient une traînée, des formes sans contour, de la lumière sans source. Sa main gauche, celle des gaz, cesse de répondre aux commandes comme une main répond aux commandes. Il peut la sentir sur la manette, mais la prise est mauvaise, incertaine. Elle exige une attention consciente séparée pour être maintenue. Le sang remplit le cockpit. Il l'entend, et ce détail restera dans chaque récit de cette histoire, car c'est le détail précis qui communique l'ampleur de ce qui arrive. Pas le volume, mais le son, le fait qu'il y en ait assez pour faire du bruit. Il ne perd pas connaissance. Il dira plus tard, et ses interlocuteurs durant 6 décennies l'accepteront faute de meilleure explication, que ce qui l'a empêché de perdre connaissance était la même chose que ce qui l'empêchait de commettre des erreurs au combat. Il s'était entraîné, au fil des années de vol, à surveiller et corriger son propre état de manière continue et sans interruption. La surveillance n'a pas cessé quand la balle est entrée dans son crâne. Elle s'est adaptée. Sa première pensée cohérente, selon son propre récit, ne porte pas sur la douleur, ni sur sa survie au sens général. Elle porte sur l'avion. Le Zéro a coûté des ressources à l'empereur et représente le travail de ceux qui l'ont construit. On le lui a confié, il va le ramener. C'est à cela qu'il pense, l'avion. Il vire le Zéro vers Rabaul et commence à voler vers le sud, au-dessus de la mer des Salomon, seul dans un appareil qu'il peut à peine voir pour le contrôler, perdant son sang à un rythme qui devrait rendre ce qu'il fait physiologiquement impossible, naviguant à l'instinct et selon la position du soleil à travers un œil, qui ne lui livre que des informations fragmentaires et peu fiables. Il perd connaissance une première fois au-dessus de l'océan. Il revient à lui, sans pouvoir dire comment ni ce qui l'a ramené. Il perd connaissance une seconde fois, plus près de Rabaul. Il revient à lui encore une fois. Il réduit son altitude quand il sent qu'il va sombrer, ou pour que la surface de l'océan lui serve de point de repère, pour que la différence entre la mer et le ciel reste discernable à travers son œil gauche défaillant. À un moment, il survole un territoire tenu par les Américains. On ne lui tire pas dessus. Les Américains qui auraient pu l'observer soit ne le voient ainsi pas, soit voient ainsi quelque chose dans la trajectoire erratique de ce Zéro endommagé qui leur fait penser qu'il est déjà fini et ne représente plus une menace. Il atterrit à Rabaul vers 15 heures. Les équipes au sol qui atteignent son avion trouvent un homme couvert de sang du casque aux bottes. Ils ne peuvent voir les plaies, tant il y a de sang. Ils le croient déjà mort ou sur le point de l'être. Ils se basent sur l'hypothèse raisonnable qu'un corps humain ne peut supporter une telle hémorragie et continuer à fonctionner. Il fonctionne. Ses premiers mots, selon le récit du chef d'équipe qui l'a atteint le premier, sont pour demander des nouvelles des autres pilotes de sa formation. Il est transporté à l'hôpital de la base. Les chirurgiens qui l'examinent déterminent que la balle a pénétré l'hémisphère droit du crâne sans atteindre le tronc cérébral, ce qui explique précisément pourquoi il est en vie. L'œil droit est perdu. Les dégâts à l'œil gauche sont graves et le pronostic incertain. La paralysie du côté gauche est d'origine neurologique et pourrait ne jamais se résorber. Il a 26 ans. Les 2 années de convalescence qui suivent sont documentées dans les registres médicaux de la marine impériale japonaise, dans des fragments d'écrits ultérieurs de Sakai et dans les témoignages de ceux qui l'ont connu alors. Elle constitue l'une des périodes les plus exigeantes de sa vie, ce qui n'est pas peu dire pour un homme ayant passé 3 ans en mission de combat dans le Pacifique. Il passe une grande partie de l'année 1943 à l'hôpital naval de Yokosuka. Les chirurgiens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire la limite de la médecine militaire en 1943 partout dans le monde, et particulièrement dans un Japon qui commence, au milieu de cette année-là, à ressentir le poids d'une guerre qui tourne mal, d'une manière que les communiqués officiels ne reconnaissent pas. Il est opéré plusieurs fois.
Les interventions sont pratiquées avec une anesthésie limitée car les ressources sont rationnées. Il ne s'en plaint jamais de manière documentée. La rééducation de son côté gauche paralysé est une tâche qu'il entreprend lui-même, avec la même constance obsessionnelle qu'il a appliquée à tout le reste. Il établit un programme quotidien d'exercice. Il va au-delà des points de douleur que la rééducation physique produit inévitablement. Il suit ses propres progrès avec la même attention méthodique qu'il portait à son décompte de victoires, notant amélioration et échec avec le même détachement. L'œil gauche récupère partiellement. L'œil droit ne récupère pas du tout. Selon les standards de n'importe quelle force aérienne au monde, un pilote doté d'une vision monoculaire est un pilote qui ne peut plus combattre. La perte de la perception de la profondeur qui résulte de la perte d'un œil rend les jugements de distance précis nécessaires au combat aérien peu fiables. La perte de vision périphérique du côté atteint crée des vulnérabilités qu'un pilote ennemi expérimenté saura exploiter. Le calcul du combat aérien ne fonctionne pas pour un pilote borgne. Sakai en est informé. Il accepte l'information avec le même calme qu'il accepte tout. Il commence alors à s'entraîner seul, avec des exercices improvisés, pour compenser ce que son œil droit ne fournit plus. Il développe des techniques pour juger des distances avec un seul œil qui ne figure dans aucun manuel, car aucun manuel n'a été écrit pour cette situation. Il les teste, il les affine, il les teste encore. En 1944, la marine impériale japonaise a un besoin désespéré de pilotes expérimentés. Le tir au dindon des Mariannes, en juin 1944, détruira la dernière réserve significative d'aviateurs navals formés que possède le Japon. La marine qui a formé Sakai, qui ne retenait que 10% de ses candidats, accepte désormais des hommes ayant 40 heures de vol au total pour les envoyer affronter des Américains qui en ont au minimum 300 avant leur première mission opérationnelle. Dans ce contexte, la marine fait une exception. Un pilote borgne qui fut le meilleur combattant aérien que le service ait produit est préférable aux alternatives que l'année 1944 propose. Sakai est réintégré au statut de navigant. Il retourne au combat au-dessus d'Iwo Jima en 1944. Il enregistre de nouvelles victoires. Il survit à des engagements qui, statistiquement, ne devraient en produire aucun survivant côté japonais. Il se maintient à un niveau qui, compte tenu de tout ce qui lui est arrivé, est presque incompréhensible pour toute analyse rationnelle de ce qu'un être humain dans son état devrait être capable de faire. Et puis, le 15 août 1945, la voix de l'empereur s'élève dans la radio, grêle et formelle, s'exprimant dans le registre soutenu du japonais classique, annonçant que le Japon va endurer l'inendurable. La guerre est finie. Saburo Sakai entame le processus du retour chez lui. Il a 28 ans. Il porte l'uniforme depuis 11 ans. Il a effectué plus de 200 missions de combat à travers la Chine, l'Asie du Sud-Est, les Philippines et le Pacifique. Il a un fragment de balle logé dans le crâne, un seul œil fonctionnel et une main gauche qui parfois, par temps froid, lui rappelle l'après-midi où elle a cessé de fonctionner au-dessus de la mer des Salomon. Son décompte de victoires, confirmé, s'élève à 64. Il possède un petit carnet. L'écriture y est toujours soignée. Le Japon d'août 1945 n'est plus le pays qu'il a envoyé en Chine en 1938. Ce Japon-là était une nation au sommet d'une forme particulière de confiance institutionnelle, s'étendant à travers l'Asie, certaine de son destin, organisée autour d'un cadre moral qui faisait du service militaire l'expression suprême d'une vie humaine et de la mort au combat, la forme de sens la plus achevée qui soit. C'était un Japon dans lequel ce qu'était Sakai, ce qu'il s'était entraîné à devenir, était non seulement valorisé, mais constituait, en un sens essentiel, l'idéal. Ce Japon-ci est une nation de villes calcinées. Tokyo a été bombardée par le feu. Hiroshima et Nagasaki ont été atomisés. L'infrastructure du pays est endommagée au point qu'il faudra une génération pour la réparer. La situation alimentaire est grave. L'institution qui a organisé la vie japonaise pendant des décennies, l'establishment militaire qui dictait aux jeunes hommes qui ils étaient et à quoi ils servaient, a été officiellement démantelé par les termes de la reddition. Le gouvernement d'occupation du général Douglas MacArthur est en train de réécrire le cadre constitutionnel du pays, remplaçant l'autorité absolue de l'empereur par une démocratie parlementaire et le rôle social central de l'armée par une interdiction légale des forces armées offensives. Sakai revient dans un pays qui tente de devenir, sous la pression extérieure et avec une rapidité réelle, quelque chose de complètement différent de ce qu'il était à son départ. Alors il ne sait pas comment y vivre. Ceci n'est pas une déclaration dramatique, c'est un constat pratique,
énoncés avec autant de précision que possible. Il a 28 ans. Il est dans l'armée depuis ses 17 ans. La décennie formatrice de sa vie d'adulte s'est passée dans des cockpits au-dessus de pays étrangers, entouré d'hommes dont l'existence entière était organisée autour du même objectif que le sien. Il ne possède aucune compétence civile que l'économie civile d'après-guerre reconnaisse. Il a un carnet avec un décompte de morts. Il a un crâne avec un fragment de balle. Il a des habitudes mentales si complètement formées par 11 ans de vie militaire qu'elles ne se dissolvent pas simplement parce qu'un empereur a parlé à la radio. Le Japon dans lequel il revient essaie de ne pas penser aux hommes comme lui. Non pas parce qu'il ne se soucie pas de lui, mais parce que penser à lui exige de penser à ce qu'il était, à ce qu'il a fait et à ce qu'était le pays qu'il a façonné. Et cette réflexion est, en 1945 et pour les années qui suivent, une chose que le Japon d'après-guerre trouve très difficile à mener avec constance ou honnêteté. La position officielle est que le Japon a été dévoyé par des militaristes qui ont manipulé une population et un empereur dans une guerre d'agression qui s'est terminée par une défaite catastrophique. Cette position est utile car elle répartit la responsabilité d'une manière qui permet au pays d'aller de l'avant. Elle est aussi, comme toutes les positions principalement utiles, incomplète sur des points essentiels. Sakai ne rentre pas parfaitement dans cette position officielle. Il n'a pas été manipulé. Il n'a pas été trompé. Il croyait en ce qu'il faisait avec une complétude et une clarté pour lesquelles la position officielle n'a pas de place. Il était, selon son propre récit ultérieur et selon toutes les mesures externes disponibles, un participant enthousiaste et volontaire à la guerre qu'il a menée. Il y était exceptionnel. Il était fier d'y être exceptionnel. Il doit trouver un moyen de vivre avec cela dans un pays qui a décidé, officiellement, que ce en quoi il excellait était une erreur. Il s'essaie à divers types de travaux. Aucun ne lui convient comme le pilotage lui convenait. Aucun ne fait le même usage de la combinaison spécifique de capacités que la marine avait identifiées en lui, en 1937, et qu'elle avait passé des années à développer. Il est précis, méthodique, et capable d'un effort soutenu dans des conditions qui poussent d'autres hommes à abandonner, et aucune des professions disponibles dans le Japon d'après-guerre ne requiert particulièrement ces qualités, ni ne les récompense d'une manière qui semble proportionnée à ce qu'elles lui ont coûté. C'est sa jeune sœur qui finit par dire ce que son entourage observe depuis son retour. Elle le dit au milieu d'une conversation ordinaire sur toute autre chose. Elle le dit comme une observation, sans cruauté, de la manière dont on dit des choses sur ceux que l'on aime, des choses auxquelles on pense depuis un moment et que l'on finit par ne plus trouver de raison de taire. Elle dit « Tu souriais plus facilement autrefois ». Il ne le conteste pas, il ne l'explique pas. Il reste avec cette phrase comme on reste avec quelque chose de vrai, que l'on ne peut changer et pour lequel on n'a pas encore de cadre de compréhension. La question qu'elle soulève sans en avoir l'intention est celle qui se trouve au centre de tout ce qui suit. Pas le nombre de victoires, pas l'avion. Pas les 4 heures et 45 minutes de vol sanglant que les journalistes lui rappelleront pendant les 50 prochaines années. Ça, c'est l'histoire que les autres trouvent intéressante. Ce sont les éléments dramatiques, ceux qui se résument en quelques phrases, ceux qui font écarquiller les yeux. La question qu'elle soulève est plus difficile. C'est la question pour laquelle le monde d'après-guerre n'a pas encore de nom clinique et n'en aura pas avant des décennies. Qu'est-ce que 200 missions ont fait à la personne qui les a volées ? L'homme qui a passé des années à sélectionner des cibles humaines avec l'attention focalisée d'un artisan, qui a géré la distance entre le viseur et la personne à l'intérieur, en développant un système interne si complet que la gestion est devenue la personne même, qui était rentré avec une balle dans le crâne parce que la surveillance ne s'est pas arrêtée même à ce moment-là. Que reste-t-il de lui une fois que la chose qu'il organisait lui est retirée ? La réponse commence à venir d'une direction inattendue. À la fin des années 1940 et dans les années 1950, alors que le Japon se reconstruit et que l'occupation remodèle la relation du pays avec son propre passé récent, Sakai commence à faire quelque chose qui n'a aucun précédent dans le cadre culturel de sa propre nation sur la manière dont un ancien militaire doit se conduire. Il commence à prendre contact avec les hommes qui ont essayé de le tuer, d'anciens aviateurs navals américains, des hommes qui volaient sur des Wildcats, des Hellcats et des Corsaires au-dessus des mêmes eaux où il pilotait son Zéro. Des hommes qui étaient l'ennemi au sens le plus immédiat et opérationnel possible, des hommes qui voulaient sa mort et qui avaient les moyens et l'intention de l'accomplir n'importe quel matin entre 1941 et 1945. Il écrit des lettres, il accepte des rencontres, il finit par se rendre aux États-Unis, un acte qui exige d'un homme de sa génération, de son milieu et de son histoire
un effort qui n'est pas visible sur les photographies de ces rencontres. Les réunions sont étranges, tous les récits s'accordent sur ce point et agissent de cette manière spécifique où les rencontres sont étranges lorsque les participants partagent une expérience si extrême qu'elle crée une sorte d'intimité pour laquelle les cadres sociaux normaux ne prévoient aucune catégorie. Les hommes qui ont essayé de tuer Sakai et l'homme qui a tué leur camarade s'assoient dans les mêmes pièces et découvrent que l'expérience qu'ils partagent est, en un sens essentiel, plus réelle que l'opposition qui les organisait autrefois. Il correspond pendant des années avec les hommes qu'il a combattus. Il développe, avec plusieurs d'entre eux, des amitiés qui dureront le reste de sa vie, laquelle sera longue. Il ne s'agit pas d'une réconciliation au sens facile, que ce mot revêt parfois, ce sens qui implique une résolution et une poignée de main mettant le passé derrière tout le monde. Le passé ne peut pas être mis derrière. Les morts sont toujours morts. Les yeux manquants manquent toujours. Le fragment de balle est toujours dans le crâne. Ce que ces rencontres apportent des différents, plus modestes et, d'une certaine manière, plus utiles. Elles offrent un contexte dans lequel l'expérience peut être discutée avec des gens qui l'ont réellement vécu, où la vérité spécifique de ce que c'était que d'effectuer des missions de combat dans le Pacifique pendant des années peut être formulée à voix haute devant quelqu'un qui la reconnaîtra comme vraie, plutôt que de la traduire en quelque chose de plus sûr, de plus confortable et de moins exact. Ses homologues américains, ceux qui correspondent avec lui, ceux qui le rencontrent dans des salles de conférences et lors de commémorations, le décrivent avec constance. Il est précis, il est honnête, il s'intéresse sincèrement à leur expérience et accepte sincèrement de discuter de la sienne. Il finit par rire au bon moment. Il n'est pas brisé, s'accordent les descriptions, mais il est différent, comme ils le sont tous. De cette manière dont les hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait sont différents de ceux qui ne l'ont pas fait, d'une manière qui ne s'en va pas, qui n'a pas besoin de s'en aller, et dont prétendre qu'elle le devrait serait une insulte. Ces mémoires sont publiées en japonais en 1957 sous le titre « Samouraï ». Une traduction anglaise paraît l'année suivante, et le livre devient l'un des récits à la première personne sur le combat aérien les plus lus au monde. C'est précis. C'est honnête sur les victoires, sur la technique, sur la satisfaction spécifique de bien voler dans des conditions qui l'exigeaient. Mais cela ne rompt pas avec le romantisme du combat. Cela ne joue pas non plus l'horreur rétrospective que les publics d'après-guerre attendent parfois d'hommes ayant combattu pour le camp des perdants d'une guerre, ayant produit de tels résultats. Sakai écrit sur ce que c'était. Il écrit en tant que personne qui était sincèrement engagée dans ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait, et qui regarde maintenant cela avec une distance suffisante pour le décrire avec exactitude, et qui refuse de prétendre qu'il était moins engagé qu'il ne l'était, pour rendre le récit plus confortable pour des lecteurs ayant besoin de ce faux semblant pour organiser leurs propres sentiments sur ce qui s'est passé. Cela rend le livre, selon celui qui le lit et ce qu'il y apporte, soit très honnête, soit très inconfortable. Parfois les deux simultanément. Il voyage pour des conférences, des apparitions dans des meetings aériens et des rassemblements d'anciens combattants au Japon et occasionnellement à l'étranger. Il rencontre des pilotes américains lors de ces événements avec la même franchise et le même sang-froid qu'il a apporté à tout le reste. Les pilotes américains, qui ont leur propre version de la question posée par sa sœur, qui essaient eux aussi de comprendre quoi faire de la chose qu'ils étaient et des choses qu'ils ont faites, reconnaissent en lui quelque chose qu'ils ne trouvent pas toujours les uns chez les autres. Il est, disent-ils de diverses manières dans divers récits, quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de la chose et qui en est revenu honnête. Il reçoit des distinctions et la reconnaissance du gouvernement japonais et d'organisations aéronautiques. Il est photographié, il est interviewé. On lui demande, à maintes reprises, par des journalistes, des historiens, des documentaristes et des étudiants, d'expliquer les 4 heures et 45 minutes. Il les explique chaque fois avec la même précision clinique, sans embellissement, sans fausse modestie. On ne lui pose jamais, dans aucun des entretiens documentés de cette période, la question que sa sœur a posée. Ce n'est pas le genre de question que les journalistes de cette époque posent. Ce n'est pas le genre de question que les organisations d'anciens combattants de cette époque reconnaissent comme un sujet légitime de discussion publique. Les cadres qui rendraient cela exprimable, dans un contexte formel, sont encore à des décennies de là. Il vit avec cela en privé. Il trouve des morceaux de réponse dans des endroits qui ne sont pas évidents. Dans les années 1970 et 1980, il passe du temps avec de jeunes pilotes, des passionnés d'aviation, des étudiants qui viennent l'écouter parler lors de meetings aériens
et dans des universités. Il est patient avec eux comme il l'était avec les jeunes pilotes de ces groupes aériens de manière directe, sans sentimentalisme et avec une attention sincère pour ce qu'ils ont réellement besoin de comprendre plutôt que pour ce qu'ils pensent vouloir entendre. Il leur dit des choses qui ne figurent pas dans les récits officiels, pas des secrets, pas des confessions, des choses qui sont simplement vraies et que les récits officiels omettent parce qu'ils sont organisés autour de ce qui est dramatique et sûr plutôt que de ce qui est exact et complet. Il leur dit que la précision n'est pas la même chose que la confiance, que les hommes qui paraissaient les plus certains en l'air étaient souvent ceux qui avaient appris à gérer leur incertitude le plus complètement, ce qui n'est pas la même chose que de ne pas en avoir. Il leur dit que la distance entre une cible dans un viseur et un être humain n'est pas rien, même quand elle semble n'être rien, que la gestion de cette distance est quelque chose que le corps fait, et que le corps tient les comptes même quand l'esprit ne le fait pas, et que les comptes finissent par arriver sous des formes qui ne sont pas toujours reconnaissables pour ce qu'elles sont. Il leur dit une fois, dans un entretien documenté qui n'était pas destiné à une large diffusion et qui existe aujourd'hui principalement dans les archives de l'histoire de l'aviation, que le plus dur quand on est très bon dans quelque chose, c'est que cette chose vous définit si complètement que vous ne remarquez pas ce que vous perdez par ailleurs pendant que vous la développez. Il dit qu'au moment où il a compris cela, il le perdait depuis longtemps et que la récupération, si tant est que ce soit le mot juste, était lente, partielle et continue. Il ne précise pas ce qu'il entend par là. Il n'en a pas besoin. Il existe un fait concernant Saburo Sakai qui apparaît dans les récits de personnes l'ayant connu dans ces dernières années et que la plupart des biographies officielles mentionnent brièvement ou pas du tout. Dans ces dernières décennies, il refuse de tuer des insectes, pas comme un geste dramatique, pas comme une déclaration publique sur la guerre ou la valeur de la vie ou l'évolution de sa morale personnelle. Il refuse simplement. Il contourne les fourmis sur le trottoir, il sort les araignées de sa maison au lieu de les tuer. Il observe les coléoptères sur un sentier de jardin et attend qu'ils aient fini de traverser avant de marcher. L'homme aux 64 victoires aériennes confirmées, au crâne contenant un fragment de balle et à l'orbite contenant un œil de verre, décline dans ses 70 et 80 ans de mettre fin à la vie d'un insecte. Lorsque cela est noté dans des entretiens, il ne fait pas de discours à ce sujet. Il n'offre pas d'explication philosophique ou de cadre spirituel. Il dit, simplement, qu'il a tué assez de choses. Cette phrase est la réponse la plus complète qu'il ait jamais donnée à la question de sa sœur. Pas une explication, pas une résolution, pas une déclaration affirmant que la question a été réglée. Les comptes équilibrés où la distance entre le viseur et l'humain, enfin, est définitivement comblée. Un relevé de compte. Il a tué assez de choses. Il n'en ajoutera pas au décompte. Le comptage s'est arrêté. Le carnet est terminé. Saburo Sakai meurt le 22 septembre 2000 à Tokyo. Il a 83 ans. Il est victime d'un malaise cardiaque lors d'un dîner d'anciens combattants de l'aéronavale. Il est en compagnie d'hommes qui ont volé avec lui ou contre lui, ou qui ont grandi en lisant ses exploits et sont venus le rencontrer pour trouver quelqu'un de plus complexe et de plus honnête que la légende. Ce qui arrive généralement quand on rencontre quelqu'un que la légende a simplifié. Il meurt parmi les aviateurs. C'est la seule compagnie qui ait jamais eu un sens complet pour lui. Et c'est peut-être la fin la plus juste possible pour un homme dont la vie s'est divisée si nettement entre les années où la chose avait du sens et les années où il essayait de comprendre ce qu'il y avait d'autre. Le gouvernement japonais publie une déclaration. Les historiens de l'aviation rédigent des bilans. Les pilotes américains qui avaient correspondu avec lui pendant des décennies écrivent sur ce qu'il représentait pour eux dans un langage complexe, de cette complexité propre à tout langage honnête sur Saburo Sakai, car il était l'ennemi tout en étant quelqu'un qu'ils avaient appris à connaître, et les deux choses ne se résolvent pas en une seule simplement parce qu'un homme est mort. Ses mémoires restent éditées, et son décompte de victoires figure dans les registres. Le fragment de balle est dans le crâne, qui est dans la terre. Le carnet est quelque part, le petit carnet à l'écriture soignée, celui qu'il mettait à jour après chaque mission. Aucun récit de sa vie ne précise son emplacement final. Personne ne sait ce qu'il est devenu après la fin de la guerre et l'arrêt du décompte. L'histoire de Saburo Sakai ne se résout pas en une leçon. Elle ne vous dit pas que la guerre est mauvaise, ce que vous savez déjà, ni que le talent exceptionnel est moralement simple, ce que vous soupçonnez déjà ne pas être le cas, ni que les hommes qui sont les meilleurs dans des choses terribles sont eux-mêmes terribles, ce que les faits ne confirment pas. Elle ne vous dit pas que la guérison est possible ou qu'elle ne l'est pas.
Elle ne vous dit pas que la distance entre ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est peut être comblée, ou qu'elle ne le peut pas. Elle vous dit quelque chose de plus précis et de plus inconfortable que n'importe laquelle de ces choses. Elle vous dit qu'un être humain peut être façonné par la bonne combinaison de capacités naturelles, d'entraînement extrême et de demandes opérationnelles soutenues pour fonctionner à la limite absolue de ce que le système nerveux humain peut supporter pendant des années, et que ce façonnage peut être si complet et si total que ce qui en ressort de l'autre côté est, de toutes les manières externes vérifiables, la même personne qu'à l'entrée, et que quelque chose sera différent quand même, pas brisé à la manière des cassures visibles, pas absent à la manière dont les absences sont mesurables, différent de cette manière spécifique dont les choses sont différentes lorsqu'elles ont été soumises à une pression soutenue et extrême pendant très longtemps, de la manière dont le métal est différent après avoir été travaillé, même s'il conserve sa forme, même s'il fait tout ce qu'on attend d'un morceau de métal, même si personne en le regardant de l'extérieur n'y verrait rien d'anormal. Sa sœur l'a vu, elle l'a vu sans le cadre clinique qui finirait par lui donner un nom. Elle l'a vu comme les gens voient des choses sur ceux qu'ils aiment, que les personnes elles-mêmes ne peuvent pas voir, car la proximité et l'amour offrent une forme d'observation que ni la médecine ni l'histoire n'ont tout à fait reproduite. Elle a dit « Tu souriais plus facilement autrefois ». Il n'a pas discuté, il ne s'est pas expliqué. Il a vécu avec cela pendant 55 ans, après la fin de la guerre. Comme on vit avec quelque chose qui est vrai, qui vous appartient complètement, et que vous n'allez pas résoudre, mais au sujet duquel vous allez, si vous êtes Saburo Sakai, être honnête. Il refusait de tuer des insectes. Il disait qu'il avait tué assez de choses. Il s'asseyait avec des hommes qui avaient essayé de le tuer et trouvait dans ses pièces quelque chose que les années de vol et les années après le vol n'avaient fourni nulle part ailleurs. Il était précis, honnête, sincèrement intéressé, pas entièrement à l'aise et ne prétendant pas l'être. Il n'a pas oublié comment sourire. La phrase de sa sœur est une phrase de poète, et les poètes condensent. Ce qu'il a oublié, ce que 200 missions lui ont pris si graduellement et si complètement que le rapt était terminé avant qu'il ne remarque qu'il avait commencé. C'était cette forme particulière de légèreté qui existe chez une personne n'ayant pas encore appris ce que coûte le viseur. Cette aisance qui habite ceux qui n'ont pas encore payé le prix spécifique que sa vie a exigé de lui. Il l'a payé, il a tout payé, l'œil, le crâne, les 4 heures au-dessus du Pacifique, les 2 années de rééducation et les 55 années à essayer de comprendre ce qu'il était d'autre. Ce qu'il a gardé et ce que les témoignages de ceux qui l'ont connu dans ces dernières décennies documentent avec constance est quelque chose de plus rare et d'une certaine manière de plus précieux que la légèreté qu'il a perdue. Un refus absolu d'être malhonnête sur ce qu'il avait fait, sur ce que cela avait coûté et sur ce que cela avait fait de lui. Une volonté de s'asseoir dans la même pièce que les hommes qui étaient l'ennemi et de trouver ce qu'ils partageaient sans prétendre que l'opposition n'était pas réelle elle aussi. Une décision quotidienne, privée, sans éclat et sans discussion, de ne pas ajouter à un décompte qu'il avait décidé d'achever. Il a tué assez de choses. Ce n'est pas une résolution. Ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas une fin d'histoire confortable. C'est la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite. C'est, en fin de compte, la chose la plus honnête que l'on puisse dire sur ce qu'il était, ce qu'il a fait, ce que cela a coûté et ce que cela signifiait. C'est assez. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Chaque « j'aime » dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Saburo Sakai, ou vu la photographie d'un homme assis à côté de l'avion qui a failli le tuer, souriant à l'objectif avec un œil qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas, et une expression qu'il faut des années de regard pour comprendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Et dites-nous ceci. Pensez-vous qu'un homme puisse passer une décennie à devenir quelque chose, puis décider simplement de devenir autre chose? Ou est-ce que cette chose reste, comme restent les éclats de balles, logés là où ils se sont logés, faisant désormais partie de la structure, ne partant de nulle part? Regardez maintenant cette vidéo suivante. Vous n'allez pas croire ce que ces hommes ont fait.